Phil Collins, la tragédie cachée d'un musicien d'exception. La blessure qui lui a volé sa vie sur scène. Bonjour à tous, je suis le docteur Carlos Alvarez Peña, neurochirurgien. Sur cette chaîne, nous analysons sous l'angle de la neurochirurgie et de la médecine en général la fragilité humaine qui se cache derrière les grandes figures. Aujourd'hui, nous allons examiner avec empathie et respect, en utilisant uniquement des informations publiques et des sources vérifiées, le cas clinique de Phil Collins, l'un des musiciens les plus influents des 50 dernières années. Nous ne parlerons pas de sa vaste discographie, mais de l'homme et de ses maladies. Phil Collins a reçu de ses parents sa première batterie à l'âge de 3 ans. Puis ils lui en ont acheté une autre, d'occasion, à 17 ans, chez un voisin. Des choses humaines. Des décennies plus tard, comme l'a documenté la BBC News en 2016, Collins a rejoint Genesis en 1970 en tant que batteur officiel, alors qu'il n'avait que 19 ans. Cette exposition professionnelle précoce a entraîné des microtraumatismes cervicaux pendant des décennies, des postures d'hyperflexion et d'hyperextension, des vibrations constantes transmises des bras vers la colonne vertébrale, ainsi qu'une façon de jouer très particulière qui a marqué son anatomie. Les cymbales hautes, sa signature visuelle, l'obligeaient à des mouvements cervicaux extrêmes qui, avec les années, allaient lui coûter cher. Phil Collins a lui-même conçu la disposition de toutes les parties de sa batterie et la manière de les jouer. Il ne lit pas la musique et il est clair que cela n'a jamais été un problème pour lui. Son fils, Nick Collins, se souvient « Mon père ne jouait pas avec les mains », disait-il. Il jouait seulement avec tout son corps. Cette phrase, c'est de la biomécanique pure. Pour un neurochirurgien, cela signifie une rotation cervicale répétée, un impact axial, une surcharge ligamentaire chronique, une hyperextension pendant plus de 40 ans et par conséquent, un risque potentiel de maladies dégénératives des disques cervicaux, voire de toute la colonne vertébrale. Ce n'est qu'une hypothèse, car des batteurs comme Jonathan Sugarfoot Moffett ou d'autres grands batteurs montent leur batterie de façon similaire, ce qui me pousse à penser que dans le cas de Phil Collins, la principale cause de sa dégradation a plutôt été sa chute. En 2007, Phil Collins a subi une lourde chute qui a endommagé sa colonne vertébrale cervicale ainsi que son contenu, la moelle épinière, provoquant une compression médulaire, une altération des faisceaux corticospinaux, ces voies qui transmettent les ordres de mouvement du cerveau au reste du corps humain, mais aussi les voies ascendantes qui transmettent la sensibilité au cerveau et dans ce cas précis, la sensibilité proprioceptive, c'est-à-dire celle qui nous indique où se trouvent nos membres et notre corps en général, mais aussi une perte progressive de la motricité fine et une maladresse motrice des membres supérieurs. Phil l'explique ainsi. « Après la chute, mes mains ont cessé de répondre. Je ne pouvais plus tenir les baguettes. Le niveau de la lésion était probablement inférieur à la vertèbre C5 puisqu'il n'y a pas eu de troubles respiratoires apparents. Entre 2009 et 2017, Collins a subi 3 interventions chirurgicales cervicales. Celle de 2015 a été la plus importante, une décompression nécessaire pour freiner les dégâts. Il a lui-même déclaré « L'opération a soulagé la pression, même mes nerfs n'ont pas recommencé à fonctionner ». Du point de vue de la neurochirurgie, cela signifie une myélopathie établie, c'est-à-dire une lésion de la moelle, une dégénérescence axonale irréversible, autrement dit des nerfs endommagés de façon irréversible, une déconnexion motrice fine permanente. Après une deuxième chute en 2017, un pied tombant apparaît. Son fils, Nick, affirme dans le documentaire « Des années de mauvaise posture et l'opération du cou ont provoqué le pied tombant. Cliniquement, cela signifie une lésion pyramidale, c'est-à-dire de ces voies qui contrôlent les mouvements des membres, ou également une atteinte du nerf péronnier profond, qui altère la dorsiflexion du pied. Depuis lors, Phil a commencé à avoir besoin d'une canne, et plus tard, d'une assistance constante pour marcher. Dans le documentaire Phil Collins, Drummer First, on voit le grand Phil nettement limité pour marcher, quadriparétique, comme on dit, avec un manque de force dans les 4 membres. C'est-à-dire un patient avec une limitation marquée, utilisant une canne, et avec le soutien de son fils Nick pour pouvoir marcher, visiblement amaigri, sarcopénique je dirais, mais incroyablement lucide et même joyeux. Il n'est pas difficile de remarquer une lésion échymotique sur la main droite, un peu violacée, typique de l'utilisation d'antiagrégants placataires. Et en plus, il porte des lunettes qui laissent voir un sévère trouble de la réfraction, en plus de la presbytie. Beaucoup de fans demandent pourquoi n'a-t-il pas rejoué s'il a déjà été opéré ? Bien que son dernier concert ait eu lieu en mars à Londres avec Genesis, il a dû le faire assis.
et on le voit plus d'une fois laisser la batterie à son fils Nick. La réponse médicale à cette question est qu'en général, la moelle épinière ne se régénère pas. Les faisceaux moteurs fins ne se rétablissent pas. Les sensitiques non plus. La dextérité digitale est la première chose que l'on perd et la dernière à revenir, si elle revient. Phil le décrit ainsi. Ce n'est pas de la douleur, c'est une déconnexion. C'est exactement ce que l'on observe dans la myélopathie chronique, dans les lésions chroniques de la moelle épinière. Collins a admis lors d'interviews publiques « On fumait un peu. Il y avait ce moment-là, dit-il, du temps mort entre la balance et le concert. La dernière fois que j'ai fumé, dit Collins, c'était à un concert à Los Angeles en 76 ou 77. Il ne s'agissait pas d'une dépendance, mais d'une habitude occasionnelle propre à l'ambiance musicale des années 70. Rappelons que l'habitude de fumer, en général liée au cancer du poumon ou à l'infarctus du myocarde, est également associée à des maladies dégénératives de la colonne vertébrale. Fumer provoque des lésions directes, mesurables et progressives sur la colonne vertébrale, en particulier sur les disques intervertébraux et les os. Et cela est solidement documenté en orthopédie, en neurochirurgie et en physiopathologie du tissu intervertébral. De plus, cela accélère la dégénérescence des disques, augmente le risque de hernie discale et réduit la capacité de récupération après une chirurgie de la colonne vertébrale. Les disques intervertébraux ne sont pas irrigués directement. Ils dépendent de la diffusion des nutriments et de l'oxygène à travers les vertèbres elles-mêmes. Et comme la nicotine provoque une vasoconstriction, elle réduit l'oxygénation périphérique, limite la diffusion des nutriments et augmente le stress oxydatif. Fumer est un facteur de plus qui est venu s'ajouter à la tempête parfaite ayant causé la lésion de la colonne vertébrale et de la moelle épinière de Phil Collins. De plus, le mode de vie en tournée, le stress, le sommeil irrégulier, la pression physique et émotionnelle ont sans aucun doute affecté la résilience neurologique. Par la suite, au cours des années de douleurs chroniques et de divorce, Collins a traversé des périodes de consommation excessive d'alcool. Et voici l'une de ses confessions les plus dures, citée par BBC News en 2016. « Nuit après nuit, je me retrouve allongé dans mon lit, dit-il, regardant à travers un vasistas le ciel gris suisse, en déplorant ma vie. » Et il poursuit « Je suis complètement seul, à part mes bons amis Johnny Walker et Grigouze. » Ces phrases ne parlent pas de vice, elles parlent de souffrance. C'est ça aussi, la vie de Phil Collins. Phil a 5 enfants, Simon, Jocelyn, Lily, Mathieu et Nicolas. Nick, dont nous parlions à l'instant. Lui, Nick, a hérité de sa façon jouze. Simon a hérité de sa sensibilité musicale. Lily Collins, l'héroïne de Made in Paris, a hérité de sa force émotionnelle et de son expressivité artistique. Phil dit « La musique, c'est ma vie, mais mes enfants sont mon âme. » Une réflexion très profonde pour un musicien de cette envergure. Phil Collins ne pouvait plus jouer. Avec tant de lésions à la moelle épinière, il ne pouvait même plus marcher sans aide. Mais il a continué à chanter, à créer et à inspirer. Le voir chanter assis pendant que son fils Nick jouait de la batterie est l'un des moments les plus émouvants du rock moderne. « Peut-être que je ne peux plus jouer, dit-il, mais je peux encore ressentir. » Et cela, pour un neurochirurgien, c'est une leçon sur l'énorme résilience de l'esprit humain, de la volonté humaine. Merci de m'avoir accompagné dans cette analyse sur la vie, les blessures et la résilience de Phil Collins, le batteur, le frontman, le père ou simplement l'homme qui a remporté certaines batailles et en a perdu d'autres. Mais c'est ainsi, Lei. Je suis le docteur Carlos Alvarez Peña, neurochirurgien. Sur cette chaîne, nous explorons comment la science révèle les limites et les adaptations du corps et de l'esprit humain. Abonnez-vous pour nous accompagner. Dans les prochains épisodes, nous reviendrons sur la biographie et les blessures d'autres personnages qui ont marqué l'histoire de l'humanité en général et en particulier l'histoire culturelle moderne. On se retrouve dans le prochain épisode.